Comment un ancien locataire revient-il imposer ses règles dans une maison dont il a été chassé? Et qui paiera la facture cette fois? Car aujourd'hui, c'est bien ce scénario qui se joue au Mali, dans l'Alliance des États du Sahel et jusque dans la région des Grands Lacs, avec le retour spectaculaire des États-Unis sur le devant de la scène africaine. Personne ne s'attendait à voir Washington refaire surface si vite, là où il avait été clairement rejeté. Pourtant, voici les diplomates américains qui, d'une main, tentent de nouveaux partenariats et de l'autre, exigent des conditions impossibles. Retour à un ordre constitutionnel taillé sur mesure, rupture des accords sécuritaires avec la Russie, ouverture totale des ressources. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir mis fin à la tutelle française et écarté l'Occident, se retrouvent face à une pression américaine drapée de fausse modestie. Plus à l'est, un autre jeu trouble se noue. Le Rwanda, longtemps considéré comme le faiseur d'ordre régional et l'allié préféré de Washington dans le chaos congolais, subit soudainement la menace de sanctions inédites. La République démocratique du Congo et Paul Kagame sont publiquement mis sous pression. Washington ne cache plus son agacement, ni ses nouvelles exigences. Une stratégie de division et de manipulation est à l'œuvre, recyclant les vieilles recettes du néocolonialisme sous couvert de modernité. Dans les coulisses, ce sont les élites africaines qui servent de pions. Promis au rôle d'intermédiaires, parfois glorifiés, ils sont ensuite brutalement écartés dès qu'ils ne servent plus l'agenda de l'Occident. L'histoire ne cesse de se répéter. L'Afrique cède son autonomie, échange son avenir et ses ressources, pour des promesses vite trahies. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien plus que des alliances de circonstances. C'est la souveraineté même des États africains, leur capacité à définir leur destin et à écrire enfin une histoire affranchie de toute tutelle étrangère. Faute de vigilance, la tentation d'un partenariat américain pourrait se transformer en nouvelle chaîne, plus subtile mais tout aussi solide. Pour comprendre ce jeu de dupes, revenons sur les faits majeurs et la mécanique historique de ces interventions. Analysons d'abord comment les États-Unis orchestrent leur grand retour au Mali et au sein de l'Alliance des États du Sahel, malgré la méfiance affichée par ces nouveaux leaders. Pourquoi tous les regards se tournent-ils soudainement vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'un bouleversement profond qui redessine les rapports de force sur le continent. En quelques mois à peine, 2 crises majeures révèlent la fébrilité des puissances occidentales. D'un côté, le retour précipité des Américains au Sahel, de l'autre, le désaveu progressif de Kigali par Washington, sur fond de tensions croissantes en République démocratique du Congo. Commençons par la région du Sahel. Après des années de promesses sécuritaires non tenues, de bases militaires et de missions onusiennes qui n'ont jamais apporté la paix, les populations maliennes, burkinabais et nigériennes ont dit stop. Résultat, une expulsion retentissante des puissances occidentales. Ce rejet, loin d'être seulement l'œuvre de quelques dirigeants, a été porté par des peuples lassés de voir leur territoire devenir un laboratoire d'ingérences étrangères. Face à ce vide laissé par la France et ses alliés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris une décision historique, former l'Alliance des États du Sahel. 3 nations qui, ensemble, affichent une volonté claire de rompre avec le néocolonialisme et n'hésitent plus à se tourner ouvertement vers la Russie. Pour Washington, la formation de ce bloc anti-occidental sonne comme une alarme. Comment réinvestir une zone stratégique sans passer pour l'ancien colon protecteur des intérêts étrangers? Car derrière les discours sur la démocratie ou la stabilité, un enjeu central demeure, le contrôle des richesses. Dans le sous-sol du Sahel dorment l'or, l'uranium et des minerais rares essentiels aux industries mondiales. Les États-Unis, comme d'autres, savent pertinemment que perdre pied dans la région, c'est mettre en danger leur accès à ces ressources vitales. Sous couvert de nouveaux partenariats, la Maison-Blanche tente à présent un retour diplomatique, en multipliant les signaux d'ouverture, tout en exigeant, discrètement, un rétablissement de l'ordre constitutionnel et la rupture des contrats sécuritaires avec la Russie. Le jeu n'a pas changé. On recycle les vieilles méthodes d'influence, masquées sous une nouvelle rhétorique. Glissons désormais vers l'Afrique centrale. Au même moment, un autre partenaire clé de Washington, le Rwanda, voit sa position s'effriter.
Longtemps perçu comme l'intermédiaire efficace pour gérer la crise permanente à l'est du Congo, Kigali subit aujourd'hui les critiques à peine voilées des États-Unis et la menace de sanctions. Pourquoi ce revirement soudain? Parce que la compétition pour le contrôle des minerais précieux du Kivu, cobalt, or, coltan, est entrée dans une nouvelle phase. Washington ne veut plus être associé aux dérives de ses anciens alliés, surtout quand l'opinion internationale pointe l'implication rwandaise dans la déstabilisation du Congo. Au fond, que ce soit au Sahel ou dans les Grands Lacs, tout converge vers une même réalité. L'Afrique n'est pas seulement un théâtre d'affrontements idéologiques, mais le cœur d'une bataille globale pour la maîtrise des ressources stratégiques du XXIe siècle. Les changements d'alliance et les discours de partenariat ne sont que la surface d'un jeu plus ancien, fait de manipulation, de rivalité et de promesses creuses. Ignorer la véritable motivation derrière ce retour américain, c'est risquer, une fois de plus, de devenir les instruments d'intérêt qui nous dépassent. Car derrière chaque main tendue se cache souvent un calcul froid, loin des slogans officiels. Mais au-delà de ces annonces et de ces retournements diplomatiques, comment s'organise concrètement le retour américain dans la région du Sahel? Quels leviers, quelles promesses et quelles pressions sont réellement à l'œuvre dans l'ombre? Un partenariat ou juste une transaction? Qui a vraiment besoin de qui? Cette question n'a jamais été aussi brûlante à mesure que les États-Unis reprennent pied au Sahel et en Afrique centrale, brandissant le drapeau du retour à l'ordre constitutionnel et du partenariat sécurisé. Mais, derrière ce discours policé, que veulent vraiment les Américains? Leur main tendue n'est pas seulement une offre de coopération, c'est surtout une stratégie pour évincer la Russie, verrouiller l'accès aux ressources et reprendre la main sur des territoires stratégiques. Les dirigeants du Mali et du Burkina n'ont pas oublié les décennies d'ingérence et d'exploitation. Pourtant, les pressions reprennent, toujours enveloppées dans des mots rassurants. À Bamako, les conditions sont claires. Pour espérer un retour complet de Washington, il faut restaurer la démocratie à la manière occidentale, mais surtout couper net avec la Russie et ses partenaires sécuritaires. La rhétorique américaine se montre caméléon, tantôt humble, tantôt intransigeante selon les intérêts en jeu. Si la souveraineté malienne est reconnue du bout des lèvres, elle est aussitôt conditionnée à une obéissance stricte à la doxa occidentale. Cette méthode n'est pas nouvelle. Elle rappelle la façon dont les États-Unis façonnent leurs alliances en République démocratique du Congo. Là-bas, la priorité n'est pas la paix, mais l'accès au cobalt, au cuivre et à tous ces minerais critiques qui font tourner l'économie mondiale. On l'a vu lorsque Washington a multiplié les pressions sur Kigali, autrefois son allié clé dans la région, pour mieux isoler les voix jugées trop autonomes. Ce double langage s'accompagne d'une flexibilité cynique. Les droits de l'homme et la démocratie sont invoqués ou mis entre parenthèses selon l'opportunité. Au Mali, c'est la promesse du soutien financier, mais à condition de rompre avec Moscou. En RDC, c'est la menace de sanctions ou d'isolement pour les fauteurs de troubles, qui ne jouent pas selon les règles du jeu fixées à Washington. Prenons l'exemple du Mali. Après avoir expulsé la France, puis réduit la présence occidentale, Bamako s'est tourné vers Moscou. Mais aujourd'hui, l'Amérique propose une réouverture, à la seule condition d'un retour à l'ordre constitutionnel et d'une rupture claire avec la Russie. Pourquoi cette insistance? Les enjeux énergétiques et miniers y sont centraux. Entre le lithium, l'uranium et les terres rares, le Sahel est un trésor que Washington ne veut surtout pas voir lui échapper. En parallèle, la stratégie américaine vise à marginaliser les leaders panafricains gênants. Ceux qui refusent de servir d'intermédiaires dociles aux intérêts étrangers se retrouvent vite fragilisés, isolés, parfois diabolisés dans les médias internationaux. C'est la même logique qu'en RDC, où les menaces de sanctions servent à discréditer tout leader trop indépendant et à garantir un accès privilégié aux minerais stratégiques grâce à des gouvernements compatibles. Ce partenariat sécurisé n'est donc qu'un marché de dupes. La souveraineté est promise, mais jamais donnée sans contrepartie. Et ceux qui acceptent de se plier à ces conditions américaines risquent de se retrouver piégés, utilisés comme fusibles en cas de rupture. Le risque est immense. Si les sociétés africaines ne décodent pas ces stratégies,
elles pourraient perdre toute autonomie dans la gestion de leur transition politique et économique. Le contrôle sur les ressources, la paix régionale et même la crédibilité de leurs dirigeants sont en jeu. À la lumière de ces manipulations, une question demeure. Comment les sociétés africaines peuvent-elles vraiment reprendre l'initiative et déjouer les pièges de ces puissances étrangères? Explorons ensemble les scénarios possibles pour les années à venir. Que se passe-t-il quand le chien de garde n'obéit plus au maître? Le Rwanda, autrefois protégé par l'Occident, se retrouve aujourd'hui au banc des accusés, menacé de sanctions et d'isolement. Il suffit d'un changement d'humeur à Washington pour que les alliés les plus fidèles soient brutalement écartés du jeu. Regardez Kagame. Il a longtemps servi d'intermédiaire idéal pour les intérêts étrangers dans la région des Grands Lacs. Mais aujourd'hui, alors que la RDC choisit de négocier directement avec les États-Unis, promettant ses ressources en échange d'une paix calculée, le Rwanda perd soudainement sa valeur stratégique. On ne parle plus de protection, mais de pression, de menaces de représailles et d'une exposition médiatique humiliante. Ce retournement rappelle que tout dirigeant africain prêt à trahir ses voisins pour le compte d'intérêts étrangers finit, tôt ou tard, sacrifié sur l'autel des intérêts occidentaux. Quand un pion devient gênant ou trop ambitieux, la bienveillance occidentale s'effondre comme un château de cartes. Ce fut le sort de Mobutu, de Compaoré et maintenant de Kagame. La question n'est plus de savoir qui sera le prochain, mais plutôt qui veut encore jouer ce rôle dangereux d'intermédiaire jetable. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, autant de pays susceptibles de devenir à leur tour les nouveaux relais des puissances occidentales, avec la promesse éphémère de stabilité ou d'investissement. Mais l'histoire montre que cette place n'offre aucune sécurité. La loyauté envers le maître se paie toujours au prix de la souveraineté et, souvent, de l'avenir lui-même. Le risque est énorme. La stabilité de toute la région est menacée, la crédibilité des leaders africains s'effrite, et l'idée même d'une Afrique unie et maîtresse de son destin s'éloigne. Si cette leçon n'est pas comprise, alors le cycle des intermédiaires sacrifiés continuera, et les peuples africains resteront les véritables perdants du jeu. Mais alors, face à ce piège qui se referme toujours sur les mêmes, comment les Africains peuvent-ils retourner la situation à leur avantage? Voyons quelles pistes s'ouvrent pour reprendre le contrôle du récit. À chaque fois qu'un leader africain croit gagner en pactisant avec l'Occident, il finit sacrifié. Comment sortir de ce piège? Regardons les faits. L'histoire africaine est pleine d'exemples de dirigeants qui se sont pensés plus malins que les puissances étrangères. Ils ont cru obtenir protection, argent ou soutien en servant d'intermédiaires auprès des États-Unis, de la France ou d'autres puissances occidentales. Mais chaque fois, une fois leur utilité passée, ils se retrouvent isolés, discrédités, voire sanctionnés ou renversés. La mémoire collective regorge de ces trahisons et de ces chutes brutales. Il est donc vital de ne pas oublier ces précédents. Les peuples africains doivent refuser d'être manipulés et exiger des comptes à leurs dirigeants. Il ne suffit plus de dénoncer les marionnettes de l'extérieur. Désormais, la vigilance citoyenne doit s'exercer à chaque niveau, dans chaque pays. Sans pression populaire, les mêmes causes produiront les mêmes effets, encore et encore. Face à ces jeux de dupes, la solidarité régionale devient indispensable. Plutôt que de se livrer à la rivalité pour attirer les faveurs des Occidentaux, il faut renforcer la coopération Sud-Sud, créer des espaces de concertation et d'action qui échappent au chantage extérieur. L'autonomie décisionnelle, l'indépendance stratégique ne sont pas des slogans, mais une nécessité vitale pour que les ressources africaines profitent enfin aux populations locales, pas aux puissances étrangères. Restons lucides. Derrière chaque discours de partenariat, il y a des intérêts cachés. Les accords prétendument gagnant-gagnant masquent souvent des conditions léonines, voire des pièges à long terme. Il faut lire entre les lignes, comprendre que chaque main tendue n'est pas forcément amicale. La vigilance s'impose pour ne pas retomber dans le même piège colonial, sous une forme plus moderne, mais tout aussi dangereuse. Si nous ne tirons pas les leçons du passé, l'Afrique restera prisonnière d'un cercle vicieux où ses ressources lui échappent, où ses dirigeants deviennent complices de leur propre perte,
et où ces peuples voient leur avenir confisqué. Pour conclure, il est temps de choisir son camp, mais lequel? À ce stade, chaque choix compte, et chaque décision façonne l'avenir du continent. Mais sur quels critères fonder ce choix sans se tromper? Ne laissez personne réécrire l'histoire de votre continent à votre place. Face aux promesses de nouveaux partenariats et de coopération respectueuse, sachons reconnaître les vieilles ficelles. Les grandes puissances n'ont pas changé leur méthode. Elles avancent masquées, recyclent leur langage, mais leurs véritables objectifs restent inchangés. La souveraineté africaine n'est pas un slogan, c'est un enjeu vital qui se joue aujourd'hui, dans chaque décision prise par nos dirigeants. Chaque fois qu'un chef d'État africain accepte de devenir l'intermédiaire d'une puissance étrangère, il joue avec le destin du peuple. L'histoire récente l'a démontré. Ceux qui pactisent avec les puissances occidentales pour des gains personnels finissent presque toujours par être sacrifiés lorsque la conjoncture géopolitique change. Les exemples au Sahel et dans la région des Grands Lacs l'illustrent tragiquement. Les alliances de circonstances se retournent sans pitié contre ceux qui s'y sont crus protégés. Le scénario se répète. Main tendue d'un côté, menaces et pression de l'autre. On promet soutien, sécurité, argent. Puis, dès que les intérêts divergent, on évoque sanctions, scandales et chaises éjectables. Ceux qui servent d'intermédiaires au chaos finissent discrédités, voire isolés et ciblés. Mais à qui profite réellement ce jeu de dupes? À chaque génération, le même dilemme se pose. S'impliquer, revendiquer sa souveraineté, ou rester passif et voir son destin écrit par d'autres. Aujourd'hui, le choix vous appartient. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre voix, de votre vigilance et de votre engagement civique. L'Afrique a trop souvent payé le prix du silence ou de la résignation face à l'ingérence étrangère. Que chacun se pose la question. Qui a le plus à perdre si l'Afrique continue de servir de terrain de jeu aux grandes puissances? Ceux qui subissent ou ceux qui arrangent les règles dans l'ombre? Restez attentifs, informez-vous, questionnez vos dirigeants et refusez les promesses creuses qui masquent d'autres formes de domination. C'est maintenant que tout se joue. Forgez votre destin ou laissez-le aux mains de ceux qui n'ont jamais eu à cœur les intérêts du continent. L'inaction et l'indifférence ne sont plus des options. L'histoire jugera, et elle se souviendra de ceux qui auront eu le courage de défendre la souveraineté africaine sans compromis.